Après 15 années d'efforts, l'aéroport d'Abidjan vient d'obtenir la certification de l'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports qui autorise désormais les vols directs de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis. Dans ce journal, le ministre des Transports, Gaoussou Touré, sera notre invité. Au 8e jour du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a reçu ce vendredi la visite de responsables de partis politiques et personnalités administratives. Ils ont exprimé leur fierté eu égard au bon déroulé du salon avec une grande mobilisation des exposants et participants. Le premier passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour l'année 2015 a été lancé ce matin par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. La campagne de vaccination ouverte aujourd'hui prendra fin lundi. Raymond Goudou Kofi invite les parents à faire vacciner massivement leurs enfants. Et puis, à l'étranger, le Nigeria, les agences humanitaires, les ONG et les Nations Unies lancent un appel aux dons. Au total, 174 millions de dollars sont nécessaires pour venir en aide aux réfugiés nigériens victimes de Boko Haram. Ils sont actuellement plus de 192 000 dans les camps de réfugiés. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Au sommaire également de ce journal, cette bonne nouvelle, je vous le disais tantôt, après 15 années d'efforts, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vient d'obtenir la certification de l'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports qui autorise désormais les vols directs de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis. Dans ce journal, nous en parlerons avec le ministre des Transports, Gaoussou Touré. Augmenter la part du secteur industriel dans le PIB ivoirien, un objectif stratégique gouvernemental qui implique la construction et l'aménagement d'un plus grand nombre de zones industrielles sur l'étendue du territoire. Après le lancement de la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon, c'est une nouvelle zone industrielle qui sortira de terre aux abords de l'autoroute du Nord au PK24. 940 hectares aménagés progressivement grâce à un financement public et privé. La part déboursée par l'État s'élève à 22 milliards de francs CFA pour une première tranche de 200 hectares. Le point avec Christelle Menat. 940 hectares de superficie annoncés pour ce qui devrait être la plus grande zone industrielle de Côte d'Ivoire. Elle vient en renfort des zones industrielles de Yopougon, Vridi et Koumassi, actuellement saturées, et sera implantée au niveau du PK24 sur l'autoroute du Nord. Les travaux d'aménagement occuperont premièrement une parcelle de 50 hectares afin de satisfaire urgemment la demande pressante en terrain industriel des opérateurs économiques. Il s'agit surtout de faire face aux nombreuses demandes de terrains industriels en attente et de contribuer au renforcement de la compétitivité du secteur productif par la consolidation de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, déjà en nette amélioration. Cette nouvelle zone permettra la cohabitation d'activités professionnelles et extra-professionnelles, des services publics et prestations privées pour l'épanouissement du secteur industriel. Cette première parcelle devrait être livrée dans 11 mois. Le lancement des travaux s'est effectué ce 9 avril en présence du Premier ministre, du ministre de l'Industrie et des Mines et de celui de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Une collaboration interministérielle incluant le BNET en faveur du développement des zones industrielles en Côte d'Ivoire. C'est une des priorités du Plan national de développement 2012-2015. Le secteur industriel est appelé à jouer un rôle majeur en tant que source de croissance, de création d'emplois et de levier pour le développement des autres secteurs économiques par l'effet d'entraînement. C'est pour ça que le gouvernement s'est fixé pour objectif de faire accroître significativement la contribution du secteur industriel au produit intérieur brut et dans les exportations. Pour atteindre ce but, la disponibilité de terrains urbains en qualité et en quantité suffisante est une priorité. La nouvelle zone industrielle du PK24, où d'occuper jeudi d'une superficie de près de 940 hectares, sera la plus grande des zones industrielles de Côte d'Ivoire et va contribuer à accroître l'offre en matière de terrain industriel. La nouvelle zone industrielle de PK24, autoroute du Nord, fait suite à la réhabilitation de la zone industrielle de Yopougon, entamée en décembre dernier. Son aménagement se fera par tranche de 200 hectares. La première tranche fait l'objet pour son financement d'un partenariat public-privé. La part de l'État de Côte d'Ivoire, évaluée à 22 milliards de francs CFA, couvre les infrastructures primaires d'accès à l'ensemble du site. Le ministère de l'Industrie et des Mines annonce déjà la création et la restauration d'autres zones industrielles à l'intérieur du pays. Tout un programme à la charge de la nouvelle Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, AGEDI.
La création de cette agence ainsi que celle du Fonds de développement des infrastructures industrielles sont autant de réformes entreprises pour faire passer de 25 à 40% la part du secteur industriel dans le produit intérieur brut ivoirien. En bref et en image, au 8e jour du Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan a reçu ce vendredi la visite de la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a exprimé sa fierté eu égard au bon déroulé du salon avec une mobilisation des exposants et participants. Vous aurez l'occasion d'entendre la première dame de Côte d'Ivoire dans nos prochaines éditions. Autre visite sur le site d'exposition du Sahara ce vendredi, celle de responsables de partis politiques et de personnalités administratives, occasion d'échanger et de s'informer sur le monde agricole et se rendre compte des opportunités qu'offre le salon. Personnalités politiques et autres visiteurs se succèdent au Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Ce vendredi, c'est le secrétaire général du RDR, le Rassemblement des Républicains, qui a ouvert le bal. Après avoir sillonné les différents stands, il s'est félicité des bienfaits du salon. Et c'est le lieu, il faut le dire, de rendre un hommage au chef de l'État qui, dans l'ensemble des priorités, devant amener notre pays à son développement intégral, a mis au cœur de cette démarche l'agriculture, la production animale, en tout cas tout ce qui tourne autour de l'agriculture et des produits halieutiques. Même tonalité pour le PDCI RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le secrétaire exécutif Maurice Kakougui-Kaouye a fait plaisir à quelques exposants en pénétrant dans leur stand. En continuant l'œuvre initiée par le président Henri Konan Bédié, dit-il, le chef de l'État a remis l'agriculture au cœur du développement. L'histoire du Sahara, ça a commencé en 1997 par le président Henri Konan Bédié et cela est repris, c'est une continuité, nous sommes très heureux. Les hautes institutions de la République n'ont pas manqué à la fête. La Cour suprême, représentée par sa vice-présidente, s'est dit heureuse du succès de cette 13e édition du Sahara. Nous avons découvert beaucoup de choses, l'émergence même. Alors, nous sommes heureux parce que nous sommes tous fils d'agriculteurs et nous avons vu des choses, mais sous une autre forme. Et aujourd'hui, nous voyons toutes ces choses-là dans leur dynamique. Il en est de même pour le Conseil constitutionnel, dont le secrétaire général a échangé avec quelques filières. Marcel Aka-Zirimba a pris le temps de s'imprégner de la qualité des produits ivoiriens et des technologies innovantes qui vont assurer le rayonnement de l'agriculture nationale. On a vu tellement de choses qu'il serait difficile d'en énumérer. Ce qui est sûr, nous avons fait tous les stands et c'est avec un sentiment d'admiration que nous retournons à notre base. Pour cette 8e journée, le salon a refusé du monde. Autant dire que la bataille de la mobilisation a été remportée par le ministère de l'Agriculture et par celui de la production animale et des ressources halieutiques. Et pour les opérateurs économiques, ce Sahara est une grande opportunité pour le monde agricole en général et pour le secteur des ressources animales et halieutiques en particulier. Hier jeudi, les opportunités qu'offre ce secteur d'activité ont été présentées au grand public. Francis Boifo. De par sa situation géographique en Afrique de l'Ouest, sa végétation et son climat, la Côte d'Ivoire présente de nombreux atouts pour développer l'élevage. Une végétation abondante, une pluviométrie assez correcte qui permet à tous les types d'animaux, que ce soit des animaux améliorés, que ce soit des animaux d'Europe, de s'adapter au climat de la Côte d'Ivoire. Et c'est par l'amélioration génétique et surtout par l'importation d'animaux de race pure que nous voulons développer l'élevage de bovins et surtout l'élevage laitier. Au niveau des ressources halieutiques, la Côte d'Ivoire a un réseau hydrographique abondant, beaucoup de bas-fonds, ce qui permet de faire l'aquaculture. Et Adia Karidia Koulibaly d'ajouter que le pays dispose d'infrastructures, de ressources humaines compétentes pour l'encadrement des éleveurs. Reste l'accroissement du volume d'investissement dans l'élevage pour faire face aux besoins de consommation en viande et produits laitiers. Ce que nous voulons, nous, c'est mettre à la disposition des éleveurs des semences de taureaux européens ou de pays nord-américains, de façon à améliorer le niveau de production de vos vaches laitières et le niveau de croissance de vos animaux de viande.
Investir dans les ressources animales et halieutiques pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante, c'est l'appel des autorités aux participants du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara. Je vous le disais en début de journal, après 15 ans d'efforts, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vient d'obtenir la certification de l'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports qui autorise désormais les vols directs de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis. On en parle dans un instant avec le ministre des Transports, M. Gaoussou Touré, qui est notre invité. Je vous propose d'abord de suivre ce reportage signé Adama Koné. Bonne météo pour l'aviation ivoirienne. L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vient de décrocher la certification de l'aviation américaine. L'Agence nationale américaine de sécurité autorise ainsi les vols directs entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Faut-il le rappeler, la Côte d'Ivoire courait derrière cette certification depuis une quinzaine d'années. Plusieurs efforts en termes de sûreté et de sécurité de la plateforme aéroportuaire d'Abidjan ont été accomplis à cet effet par le ministère des Transports. La dernière action en date est la privatisation de l'assistance technique au sol, le handling. C'est à la suite du dernier audit réalisé par l'administration américaine du 2 au 6 mars que la Côte d'Ivoire vient d'obtenir son billet pour le vol direct en provenance ou en partance des États-Unis. Monsieur le ministre des Transports, Gaoussou Touré, bonsoir. Bonsoir, M. Girasouba. Les efforts du gouvernement se voient ainsi récompensés. Affirmatif. Je suis très heureux de porter à la connaissance de l'ensemble de la population ivoirienne, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'autorisation que les autorités de l'aviation civile américaine accordent dorénavant à la Côte d'Ivoire pour des vols directs sur les États-Unis. D'accord. Monsieur le ministre, pourquoi elle était si importante, cette certification? C'était une étape très très importante parce que depuis très longtemps, pour aller aux États-Unis, nous sommes obligés de partir en Europe ou à Dakar et par Accra avant de rejoindre les États-Unis. Bientôt, tout sera mis en œuvre pour qu'effectivement, à partir de cet accord, que les compagnies puissent relier directement Abidjan aux États-Unis. C'est une joie parce que c'est une demande de l'ensemble de la population ivoirienne. C'est une demande aussi de la diaspora et qui tenait absolument à ce que ce travail-là soit fait. En tant que ministre des Transports, je suis très heureux parce que c'est au prix de plusieurs efforts et où souvent même on n'a pas été totalement compris qu'effectivement nous avons réussi cet enjeu important pour l'économie ivoirienne. Est-ce qu'on peut avoir une idée, Monsieur le ministre, de quand est-ce que le premier vol à destination de Washington sera effectué à partir d'Abidjan? Bon, pour ce soir, c'est une colle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en contact. Ce qui était le plus difficile, nous l'avons réussi. Aujourd'hui, il s'agit maintenant de sélectionner une compagnie qui est déjà agréée à effectuer les vols sur les États-Unis. Et nous allons nous atteler à le faire pour que les vols puissent démarrer le plus rapidement possible. Monsieur le ministre, ça fait un défi, une barrière de moins. Quels sont les autres défis qui restent à relever au niveau de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan? Nous avons plusieurs défis parce qu'il y a la ville aéroportière que nous devons construire autour de notre aéroport. Et le dossier avance très bien à ce niveau et on a très bon espoir qu'avant la fin de l'année, on pourra également faire la pose de la première pierre pour ce projet très important qui va permettre la création de plus de 30 000 emplois et avec plus de 1 000 milliards d'investissements effectués par le secteur privé. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour toutes ces précisions et je rappelle qu'avec vous, on a abordé la question de l'aéroport d'Abidjan qui vient d'obtenir la certification de l'Agence nationale américaine de sécurité dans les transports qui autorise désormais les vols directs de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci, M. Grasma. Dans un autre registre, le recours à la médiation dans le cadre des litiges en affaires, une option de plus en plus privilégiée par les opérateurs économiques. Le constat, c'est qu'en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire, ce règlement de conflit entre opérateurs économiques est peu connu. Face à la presse des hommes d'affaires et des juristes, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, CACI, a expliqué récemment les avantages liés à la médiation et annoncé la tenue d'un colloque international sur le sujet
en juin prochain ici à Abidjan. On fait le point avec Francis Boifo. Faire de la Côte d'Ivoire la capitale de la médiation dans la sous-région. C'est tout l'intérêt du colloque international sur la médiation qui sera organisé les 4 et 5 juin prochains à Abidjan. L'initiative est de la Cour d'arbitrage d'Abidjan, CACI. Cette rencontre, la première du genre en terre ivoirienne, vise à élargir la compréhension et l'utilisation de la médiation. Les juristes la considèrent comme un mode alternatif de règlement des litiges par lequel 2 ou plusieurs personnes physiques ou morales tentent de résoudre leurs différends par elles-mêmes et de manière satisfaisante pour chacune d'entre elles avec l'aide d'un tiers appelé médiateur. À la médiation, il n'y a pas une seule partie qui peut sortir perdante et en plus de cela, c'est rapide et c'est moins coûteux. Peu connu des opérateurs économiques exerçant en Côte d'Ivoire, la médiation est pourtant reconnue par le Code de procédure civile ivoirien depuis juin 2014 et constitue un outil d'assainissement de l'environnement des affaires. D'où cet appel des responsables de la Chambre de commerce et d'industrie à participer au colloque. Aux opérateurs économiques de Côte d'Ivoire, nous disons que ce colloque va être un cadre d'échange, un cadre où ils vont comprendre la médiation. Et nous les invitons en tout cas à venir massivement parce qu'il y aura des intervenants au plan international. Au menu du colloque international sur la médiation, des échanges d'expériences, des exposés sur les conditions et le mode de saisine de la Cour d'arbitrage d'Abidjan, ainsi que les avantages de la médiation en affaires. Le premier passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour l'année 2015 a été lancé ce matin par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. La campagne de vaccination ouverte aujourd'hui prendra fin lundi. Raymond Goudou Kofi invite les parents à faire vacciner massivement leurs enfants. Connaît par Gassoro. Par ce geste, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida lance officiellement le premier passage 2015 des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Selon la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, environ 5% des enfants de 0 à 59 mois ne sont jamais vaccinés malgré les différents passages et campagnes de sensibilisation. Des enfants qui, selon la ministre Raymond Goudou Kofi, ne sont pas à l'abri de la maladie. L'acte que nous allons poser pendant toute cette période est un acte important. C'est un acte qui sauve. C'est un acte qui met nos enfants à l'abri de la paralysie. Je ne crois pas qu'une mère qui a attendu pendant 9 mois peut accepter que son enfant ait les jambes flasques comme ça, paralysées et qui se traîne par terre. Je ne crois pas. Aucune mère, aucun parent ne peut accepter cela. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a profité de cette cérémonie pour exhorter les populations à réserver aux agents vaccinateurs un bon accueil. Il est important également que les agents vaccinateurs ne soient pas refoulés. C'est pour le bien de nos enfants que nous avons demandé à ces jeunes bénévoles de se joindre à nous pour vacciner partout dans les hameaux, dans les villes, dans les quartiers et aller le plus loin possible pour que nous ayons une majorité d'enfants vaccinés. L'appel de la ministre est reçu 5 sur 5 par les parents des enfants présents. C'est important de vacciner les enfants contre la polio pour ne pas que l'enfant soit paralysé, malade. C'est important de faire à les enfants parce que ça gâte pied de les enfants. C'est à cause qu'on est venu pour faire vaccination pour eux. Partenaires au développement, autorités administratives, élus et cadres de la région, chefs religieux et traditionnels ont tous participé au lancement du premier passage 2015 de la lutte contre la poliomyélite. Le préfet d'Abidjan, Diakité Sidiki, a lancé officiellement ce vendredi à l'hôtel du district du Plateau l'opération d'enrôlement à la couverture maladie universelle SEMU pour Abidjan. C'était au cours d'une réunion d'information et de sensibilisation des populations pour les inviter justement à s'approprier le processus. La couverture maladie universelle CMU est une réalité dans le district d'Abidjan. Système de protection sociale nationale contre le risque maladie, la couverture maladie universelle vise à garantir l'accès à des soins de santé de qualité à la population résidant en Côte d'Ivoire. Le projet est entré dans sa phase opérationnelle dans le district d'Abidjan, d'où la joie des potentiels bénéficiaires. Nous remercions Dieu de nous avoir donné cette ouverture et que nous allons nous atteler à conduire ce projet en bon port.
La couverture maladie universelle permettra à chaque résident ivoirien de donner une contribution, je dirais, forfaitaire, qui permettra à celui qui n'a pas les moyens de se rendre donc à l'hôpital. La couverture maladie universelle est une politique de longue haleine. L'implication des élus locaux est fondamentale pour la réussite de l'opération, a indiqué le préfet d'Abidjan. S'agissant du district autonome d'Abidjan, dont le territoire se confond avec celui du département d'Abidjan, nous avons convié ce matin l'ensemble des maires, des secrétaires généraux de mairie, des directeurs régionaux, des sous-préfets, avec bien sûr la présence du gouverneur du district d'Abidjan, avec également la présence des directeurs régionaux des affaires sociales d'Abidjan, pour venir procéder à la restitution du contenu de cette rencontre de Yamoussoukro, mais aussi cette rencontre marque le lancement officiel. La couverture maladie universelle est une des priorités du président de la République, Alassane Ouattara. L'opération d'enrôlement vise, à l'échéance 2016, plus de 4 millions de personnes, soit 16,6% de la population. Dans l'actualité sanitaire également, la 4e rencontre de l'Alliance des ligues francophones africaines et méditerranéennes contre le cancer. Elle se déroule ici à Abidjan. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce vendredi en présence de la ministre ivoirienne de la Santé. Thématique abordée, la francophonie contre le cancer. Patricia Omouetia. La lutte s'accentue autour des maladies non transmissibles que sont les affections cardiovasculaires, le cancer, le diabète et certaines altérations respiratoires. 70% des cancers sont concentrés dans les pays à faible revenu. Pour le docteur Marc Keller, on peut éviter au moins 40% de ces cancers. Ce que nous préconisons, c'est vraiment de prévenir, de mettre en place des politiques de santé publique en termes de prévention en milieu scolaire et surtout la lutte contre le tabagisme. Et pourtant, les femmes représentent la couche de la population la plus vulnérable. Les cancers féminins, notamment les cancers du col de l'utérus, sont beaucoup plus fréquents. Au niveau mondial, une femme meurt du cancer de l'utérus toutes les 2 minutes. Nous avons aussi une montée en puissance des cancers de l'enfant qu'il faut prendre en compte. Et chez l'homme, c'est le cancer de la prostate qui est le plus fréquent actuellement en Afrique. Mais malheureusement, tous ces cancers arrivent souvent très tard, au moment où le traitement curateur n'est plus possible. D'où l'importance de parler beaucoup des soins palliatifs et d'accompagnement. 2 jours d'échange, meublés par des ateliers et conférences publiques. L'Atlas du cancer, un livre qui renferme toutes les dernières statistiques de l'OMS sur la pathologie, sera présenté au cours de ces 4e rencontres de l'ALIAM, l'Alliance des ligues francophones africaines et méditerranéennes contre le cancer. Demain sera inauguré par le chef de l'État le château d'eau d'Abobo. L'ouvrage devrait permettre de couvrir les besoins en eau potable des populations de la zone. Avant l'échéance, notre reporter Alexis Ouedraogo est allé à la rencontre des populations qui ne cachent pas leur soif de voir le château d'eau ouvrir ses vannes. Reportage. Vendredi, 15h, à Bobo PK 18. C'est maintenant que le repas du midi se prend dans la famille Doumbia. Au réveil ce matin, comme très souvent, pas d'eau dans les robinets. Les femmes là, souvent même, s'il n'y a pas l'eau comme ça là, pour préparer là, c'est un problème. Non loin, la queue devant la citerne d'approvisionnement mise à disposition pour le quartier s'allonge. Maïdia Kité attend son tour. Depuis 6 ans qu'elle vit dans le quartier, chaque jour, elle répète la même corvée. Matin, si je me lève là, je viens chercher l'eau d'abord avant de commencer le travail. Je charge bassine là 10 fois par jour. Abobo et Ayama sont des communes situées à une dizaine de kilomètres d'Abidjan. Le manque d'eau potable se pose avec acuité dans la zone et pousse les populations à s'alimenter à partir de points d'eau souvent distants de leurs concessions ou à partir des citernes de l'Office national de l'eau potable. Nous ne sommes pas fiers de continuer la distribution de l'eau potable à travers les camions-citernes. Les camions-citernes devraient être l'exception. On pense que très rapidement, nous allons revenir à la normale. L'inauguration du château devrait permettre d'améliorer les conditions de vie dans la zone. Toutefois, les populations sont appelées à la patience. Le besoin en matière d'eau potable est couvert, mais il faut tout simplement réparer l'ensemble des canalisations qui acheminent ces eaux-là vers les populations.
Estimé à 1,3 milliard de francs CFA, le château de 500 mètres cubes à 15 mètres de hauteur en béton armé permettra de couvrir le besoin journalier de 8000 mètres cubes dans la zone. Le chef de l'État s'est engagé à couvrir les besoins en eau de la capitale économique sur cette année. Si la production d'eau potable est aujourd'hui suffisante, reste l'amélioration et l'extension des circuits de distribution. Demain samedi, les vannes du château seront ouvertes par le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État se rendra demain donc dans les communes voisines d'Abobo et d'Anyama où il participera à la mise en service de ce château d'eau d'Anyama. Aussi, il procédera au lancement des travaux d'extension de la voirie à Bobo, Anyama, ainsi qu'à l'inauguration de la voie express Mohamed VI, route reliant Bobo à Anyama. Les militants du Rassemblement des Républicains RDR de Bédiala sonnent la mobilisation à 6 mois de la prochaine présidentielle. Une rentrée solennelle a été organisée par les militants de cette sous-préfecture de Daloa pour recadrer les choses en vue d'aborder l'échéance électorale prochaine. Mamadou Kouassi. Une rentrée politique à l'allure d'une fête populaire. Le RDR de Bédiala a battu le rappel de ses militants venus de tous les villages et hameaux, avec à leur tête une trentaine de chefs de villages et de cantons. Tous mobilisés pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Cette mobilisation, selon les responsables locaux du RDR, est le fruit du travail abattu sur le terrain. Le nombre de sections est passé de 10 à 45 en moins de 3 ans. À Bédiala, nous avons décidé de bisser Alassane Dramane Ouattara pour une Côte d'Ivoire qui gagne, pour l'avenir radieux de nos enfants, pour sa diplomatie gagnante. Vous pourrez dire au secrétaire par intérim que le RDR est debout à Bédiala. Vous pourrez dire au secrétaire par intérim que le RDR est debout dans le département de Daloa. Des engagements salués par Lassina Diabaté, représentant à la fois le secrétaire général par intérim du RDR et le ministre Ibrahim Ouattara, parrain de la cérémonie. Il a invité les militants de Bédiala à rester mobilisés pour une victoire au premier tour du président Alassane Ouattara. Je dirais au ministre Amadou Smoro que les structures du parti, que le RDR fonctionne à double carbure, à double vitesse au niveau du département de Daloa. Mais je voudrais également dire que le RDR est un parti de rassemblement. Et c'est pour cela que je voudrais, au nom du ministre Amadou Smoro, inviter tous les pionniers à la cohésion. Lassina Diabaté a saisi cette occasion pour demander aux chefs coutumiers et aux guides religieux d'œuvrer à la cohésion sociale, gage de développement de la région. Plusieurs dons ont été faits, notamment des motos et vélos, en vue de faciliter les missions de mobilisation dans la sous-préfecture de Bédiala. 50 chefs traditionnels de la sous-préfecture de Brobo, dans le centre du pays, sont désormais régulièrement reconnus par l'État. Ils viennent de recevoir leurs arrêtés qui consacrent leur autorisation d'exercer officiellement. Les documents reçus lors d'une cérémonie organisée par le député de Brobo et Boaké sous-préfecture, rencontre en présence du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi. Le point avec Hamza Diaby. 50 chefs traditionnels des villages de la sous-préfecture de Brobo dans la région de Boaké reçoivent ici leur arrêté de nomination. Grâce à ce document délivré par l'autorité préfectorale, ils pourront exercer leur pouvoir de façon officielle. La démarche est saluée et encouragée par Jean-Louis Abonois, le député de Brobo et Boaké sous-préfecture. Grâce au président de la République, les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire bénéficient désormais d'un statut de par la loi. Et la chefferie donc, de Massy Constitution se met donc en ordre pour tirer tout le profit, n'est-ce pas, de ce statut et donc en accord avec l'administration de la région de Boaké. Heureuse et fière d'être ainsi reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, les bénéficiaires s'engagent pour la cohésion et le développement de leur localité. Et le ministre d'État, Charles Dibi Kofi, parrain de la cérémonie, les exhorte à également s'approprier les valeurs que sont l'union et la solidarité. La solidarité veut dire l'unité. L'unité veut dire convergence de vues et en même temps aussi, cela veut dire l'amour. Merci de s'aimer l'amour dans cette région. Merci de leur apprendre à être solidaires. Merci de leur apprendre également à avoir foi dans l'avenir et à travailler. Puis il ajoute que c'est seulement à ce prix que le canton Alali dans la sous-préfecture de Brobo connaîtra le bonheur et le développement.
Dans l'actualité culturelle, la première édition du Festival international de reggae, Abi Reggae, ouverte hier au Palais de la Culture d'Abidjan. Le ministre Moussa Dosso, initiateur et organisateur de ce festival, a souligné tout l'intérêt que cette rencontre va apporter au plan politique, culturel et éducatif. En attraction lors de ce rendez-vous culturel, plusieurs artistes reggaemen de renommée mondiale. Serge Coléa. Ça y est, Abidjan, capitale mondiale du reggae depuis ce matin. Le festival international de reggae d'Abidjan dénommé Abi Reggae a démarré au Palais de la Culture de Trècheville. Pendant 4 jours, le reggae sera le trait d'union entre mélomanes et intellectuels à travers colloques et concerts avec des artistes de renom. Alpha Blondy, Kimani Marley, Mouta Baruka, Kajim, Ismaël Isaac. L'objectif d'Abi Reggae, faire de la Côte d'Ivoire une destination reggae. Au cœur de cette ambiance, la célébration de la fraternité et l'acceptation de l'identité noire. Ce festival est un don de Dieu. La Côte d'Ivoire est considérée comme la capitale du continent africain. Parce que c'est le seul pays aujourd'hui qui regorge presque toutes les ressources africaines. Tout le monde sait qu'ici en Côte d'Ivoire, nous avons de très très grands faiseurs de musique reggae, mais on n'avait pas encore un festival de ce genre. Donc c'est bienvenu. Et c'est avec plaisir que nous participons. Abi Reggae est l'occasion de créer des liens entre des continents et de célébrer une musique. Le reggae selon les autorités. Son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, le Dr Alassane Ouattara, m'a non seulement autorisé à organiser ce festival, mais il a fait l'honneur au comité d'organisation et aux participants et à moi-même en acquérant le premier ticket de ce festival international de reggae de la ville d'Abidjan. C'est pourquoi en votre nom à tous et à mon nom propre, je voudrais lui dire un grand merci. Le reggae, faut-il le dire, est une musique de la mémoire, de l'histoire, de l'odyssée de l'homme noir, de son parcours des ténèbres à la lumière. Nous sommes heureux qu'après la Jamaïque, terre qui a vu naître cette musique, d'accueillir à Abidjan ce festival que nous voulons voir grandir. L'enjeu principal de la première édition du Festival international d'Abi Reggae est de rappeler à nos mémoires que le reggae a redonné confiance et espoir au peuple par l'écriture musicale de la liberté et de la participation à la construction du monde en commun d'aujourd'hui. Bob Marley ne disait-il pas à ce propos « Nous venons de Trench Town pour libérer les hommes par la musique ». Autrement dit, le reggae, musique de libération, est un univers musical plein de générosité. C'est cette générosité que nous devons partager tout au long de cette semaine par la grâce de Dieu. Le Festival international de reggae prendra fin le dimanche 12 avril au Palais de la Culture de Trècheville. On en vient à cette rencontre autour d'une problématique plus que jamais d'actualité, l'impact de la grève sur l'école, enseignants, parents d'élèves, acteurs du système éducatif national. Tous se sont prononcés sur ce thème à la faveur de cette rencontre suivie pour vous par Koné Pargassoro. Depuis le 2 mars 2015, l'école ivoirienne connaît des perturbations. Des syndicats issus du secteur éducation-formation du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique ont lancé un mot d'ordre de grève. Objectif visé, interrompre le bon déroulement des cours jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Promesse avait été faite depuis décembre 2013 de débloquer une catégorie de fonctionnaires. Malheureusement, janvier, ça n'a pas été fait. Les différentes autorités que nous avons rencontrées ont dit que ce déblocage sera fait fin février. Fin février, rien n'a été fait non plus. Un mot d'ordre de grève qui n'a pas été sans conséquence. Dans la commune d'Abobo, par exemple, au collège René Caillé, enseignants et élèves étaient en classe le 7 mars. Ils ont été délogés de force par des enseignants grévistes. S'ensuivent des échauffourées qui ont conduit à la mort d'un élève en classe de 4e. Les 16, 17 et 18 mars, même scène de violence à l'intérieur du pays. Les lycées de Bonon, de Diokoué, de Guibérois et bien d'autres établissements scolaires sur le territoire national ont été saccagés par des individus. Bilan, aucun mort, mais plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels enregistrés. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique condamne ces actes de vandalisme. Nous ne pouvons pas admettre que des biens soient détruits, que des vies humaines soient ôtées, et qu'il n'y ait pas de réponse. Parents d'élèves, associations des parents d'élèves, mais aussi certains enseignants ont du mal à comprendre les agissements des grévistes. Je pense qu'ils doivent mettre balle à terre. Et surtout que lors des dernières manifestations, il y a eu mort d'élèves.
Nous sommes des parents d'élèves. Moi, par exemple, comme ça, j'ai des frères qui vont à l'école, je paye les cours. Donc quand il y a des grèves, ça me touche aussi. Donc je dis à mes collègues de se calmer. Quant aux élèves, ils regrettent cette situation. C'est le cas de Samira, 16 ans, en classe de terminale D au lycée classique d'Abidjan. C'est pas bon pour tous les élèves. Bon, en général, les élèves qui passent l'examen à la fin de l'année. Parce que c'est pas évident qu'on termine le programme et ça peut nous pénaliser le jour de l'examen. Même appel lancé par ces élèves. Je demande aux professeurs de mettre un peu d'eau dans le vin pour pouvoir nous dispenser le cours tout juste au retour. Comment ramener la quiétude à l'école? Comment mettre fin à la grève? Pour enseignants et parents d'élèves, la solution est simple. Nous demandons aux autorités de vraiment organiser des assises nationales pour se pencher réellement sur les problèmes de l'école. Quand on fait une grève, évidemment, à un moment donné, il faut savoir aussi se calmer et puis écouter l'autre. Je crois que c'est dans la négociation, on peut avoir gain de cause. Il faudra que le gouvernement essaie de prendre ce problème au sérieux. Parce qu'il faudra que les enseignants soient dans de bonnes conditions pour travailler. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, des efforts sont pourtant consentis par l'État de Côte d'Ivoire. Il a plu au président de la République lui-même de décider de procéder au déblocage des salaires des fonctionnaires. C'est un engagement que, personnellement, il a pris. S'il prend cet engagement, c'est qu'il va l'exécuter. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique souhaite qu'après les différentes rencontres et échanges, les syndicats des grévistes suspendent leur mot d'ordre de grève. Un appel entendu par les enseignants grévistes. Le CNESI s'inscrit dans un principe de dialogue social sincère. Dès lors que ce dialogue social a été ouvert, nous avons donc suspendu le seul mot d'ordre qui restait. Tous les militants du CNESI sont donc invités à reprendre les cours et à s'engager dans toutes les activités pédagogiques. La grève suspendue jusqu'à nouvel ordre le 30 avril, rencontre des syndicats des enseignants avec la ministre Kandia Camara. Une rencontre pleine d'enjeux car elle permettra peut-être de dénouer les crises qui ne cessent de secouer l'école ivoirienne en proie à des difficultés. À l'étranger, au Nigeria, les agences humanitaires, les organisations non gouvernementales ONG et les Nations Unies lance un appel aux dons. Au total, 174 millions de dollars sont nécessaires pour venir en aide aux réfugiés nigérians victimes de Boko Haram. Ils sont actuellement plus de 192 000 dans les camps installés dans les pays voisins du Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad. Selon Lise Ayuya, la représentante régionale du Haut-Commissariat aux réfugiés HCR, la situation de ces réfugiés varie d'un pays à l'autre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.